Tout le monde, de près ou de loin. Ouais, c'est vraiment le sujet universel par excellence. C'est ça. On plonge dans la psychologie complexe des relations conjugales, mais attention, pour l'esprit curieux qui nous rejoint aujourd'hui et qui s'attendrait à une énième discussion un peu à l'eau de rose sur la romance idéalisée ou le destin, le prisme de notre analyse est tout autre. Tout à fait, on est très loin des dîners aux chandelles ici. Exactement. L'objectif de cette session, c'est vraiment d'examiner la structure même, la science brute en fait, et les mécanismes réels qui maintiennent la cohésion sociale au sein d'un foyer. On parle d'ingénierie relationnelle, quoi. Ce qui fait tenir l'édifice au quotidien ou, au contraire, ce qui le fait irrémédiablement s'écrouler. Et pour mener à bien cette plongée analytique, on s'appuie sur un corpus documentaire à double focale. C'est ce qui rend l'exercice particulièrement riche aujourd'hui. Ouais, les sources sont assez incroyables. C'est impressionnant. D'une part, on a un rapport d'investigation exhaustif qui synthétise plus de 4 décennies de recherche clinique et sociale à l'échelle mondiale. L'idée, c'est de comprendre la biologie et la psychologie du couple. 4 décennies quand même. Voilà. Et d'autre part, et c'est ça qui ancre vraiment notre discussion dans le réel, on dispose de données institutionnelles très récentes et spécifiques au Maroc. Le document met un vrai coup de projecteur inédit sur la ville de Casablanca. Ça montre comment des principes psychologiques universels forcent aujourd'hui les politiques publiques à s'adapter. Cette combinaison entre l'universel et le très local, je la trouve vraiment captivante. En fait, la mission de notre exploration pour cette session, c'est d'extraire de cette montagne de données une synthèse limpide pour notre auditeur. Une synthèse applicable surtout. Exactement. Décoder les mécanismes de réussite et d'échec, identifier les erreurs structurelles fatales et surtout mettre en lumière les stratégies de récupération fondées sur la science. Et la promesse qu'on fait à ceux qui écoutent cette analyse, c'est de livrer ces clés sans jamais sombrer dans un jargon clinique impénétrable. On va garder ça très accessible. Super. Bon, décortiquons tout ça. Les sources commencent par identifier ce qu'elles appellent les fondations fissurées. Et la première erreur structurelle qui est mentionnée, c'est le mythe de la lecture dans les pensées. Ah, ce fameux mythe. Bah oui. Pourquoi cette attente, qui semble relever un peu du conte de fées finalement, est-elle décrite comme si dangereuse dans la réalité? En fait, ce mythe repose sur un biais cognitif qui est extrêmement répandu et qui est souvent nourri par la culture populaire. C'est cette attente irréaliste, mais vraiment profondément ancrée, qu'un partenaire devrait être capable de deviner les besoins, les envies ou même les limites de l'autre, et ça sans qu'aucun mot ne soit formulé. Genre, si tu m'aimes, tu devrais savoir ce que je veux. C'est exactement ça. L'esprit humain fait un raccourci périlleux en supposant que l'intimité émotionnelle équivaut à la télépathie. Et le danger, il réside dans la mécanique de la déception. Parce qu'on est forcément déçu du coup. Forcément. Quand le partenaire échoue inévitablement à lire dans ses pensées non exprimées, la personne qui attendait une réaction se sent non seulement incomprise, mais carrément délibérément ignorée. Et ça génère un ressentiment silencieux qui s'installe de manière hyper insidieuse. Ça transforme une simple erreur de communication en une fausse preuve de désamour. Voilà, et c'est là que le piège se referme. En lisant les documents, je me suis arrêtée sur un point précis. J'ai remarqué que ce ressentiment non exprimé mène très souvent à un comportement spécifique que le texte décrit comme le silence punitif. Et c'est pas du tout présenté comme un simple manque de mots, mais plutôt comme une arme. Oui, le terme d'arme est très approprié. Qu'est-ce qui différencie le fait de juste avoir besoin de calme d'un silence qui devient toxique? La différence fondamentale, elle réside dans l'intention. Avoir besoin de s'isoler un peu pour rassembler ses idées, c'est un mécanisme de régulation tout à fait sain. On en a tous besoin. Mais le silence punitif, en revanche, c'est un outil de manipulation pur et dur. C'est pour faire payer l'autre? C'est l'acte de retirer délibérément son attention et son affection pour punir. Psychologiquement, faut bien comprendre que l'être humain est un animal social qui a horreur du vide, particulièrement au sein d'une relation d'attachement primaire. C'est terrifiant d'être face à un mur. C'est exactement ça. En imposant ce vide, on crée une véritable angoisse d'abandon chez le partenaire. Et de plus, ce mutisme, il force le refoulement des émotions. Et donc on accumule. Voilà. Celui qui se tait et celui qui subit le silence
accumule des tas de frustrations non traitées. Le psychisme fonctionne alors ni plus ni moins comme une cocotte minute sur le feu dont on aurait bloqué la soupape de sécurité. Eh ben, on sait tous ce qui arrive à une copote minute bloquée. Cette pression accumulée finit toujours par trouver une sortie. Les sources décrivent ça comme des explosions émotionnelles. Les fameuses explosions, oui. Comment on passe d'un silence glacial à des mots qui détruisent littéralement des années de confiance en quelques secondes? Le refoulement crée une tension interne tellement forte que le moindre déclencheur. Une tasse mal rangée, par exemple. Exactement. Le truc le plus anodin possible, ça provoque une rupture complète de la digue émotionnelle. L'explosion est totalement disproportionnée par rapport à l'événement immédiat, parce qu'en fait, elle libère des mois, voire des années de griefs accumulés. La fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça. Par manque de compétences pour initier un dialogue structuré et calme au moment où les petites frictions surviennent, les individus se retrouvent complètement submergés. Et là, l'objectif n'est plus du tout de résoudre le problème de la tasse mal rangée. Plus du tout. L'objectif devient de décharger une douleur. Les mots ne sont plus des outils pour communiquer, ce sont des projectiles. Ils sont destinés à blesser et ça transforme de simples divergences d'opinion en de véritables batailles d'ego destructrices. C'est là que ça devient vraiment intéressant dans notre analyse, parce que nos sources relient directement ces dynamiques destructives aux travaux de l'Institut Gottman. Oui, les travaux monumentaux de John Gottman. Pour planter un peu le décor pour notre auditeur sur cette partie de l'analyse, il est question de plus de 40 ans d'observations cliniques sur des milliers de couples dans ce qu'ils appellent des laboratoires de l'amour. Où chaque interaction est filmée, analysée à la seconde près. C'est fou. Et le rapport révèle un fait saisissant. Le premier indicateur prédictif de divorce n'est pas l'infidélité, ce n'est pas non plus les problèmes d'argent, mais un comportement hyper spécifique. Le mépris. Le mépris. Oui. C'est l'élément le plus létal. Pourquoi le simple fait de lever les yeux au ciel, par exemple, ou d'utiliser du sarcasme, c'est considéré par la science comme le poison absolu? Parce que le mépris se distingue de la simple colère ou de la frustration par un élément fatal. Et cet élément, c'est le sentiment de supériorité morale. Ah, la supériorité morale. Voilà. Quand une personne lève les yeux au ciel, ou qu'elle imite son partenaire pour s'en moquer, ou qu'elle utilise un sarcasme bien mordant, le message sous-jacent est sans appel. Elle dit implicitement « je vaux mieux que toi, tu es pathétique ou incompétent ». Ça fait mal, rien que de l'entendre. Ça détruit instantanément la notion d'équipe. Le partenaire est plus un égal, avec qui l'on est en désaccord, il devient un subordonné qu'on regarde de haut. On sort complètement de la dynamique de couple. Exactement. Le mépris attaque l'essence même du respect mutuel. Et sans ce respect de base, la sécurité émotionnelle, elle, disparaît totalement. Les chercheurs de l'Institut Gottman placent d'ailleurs le mépris au sommet de ce qu'ils ont théorisé comme les 4 cavaliers de l'apocalypse conjugale. Cette métaphore des 4 cavaliers, elle donne une image tellement claire de la fin imminente d'une relation. Donc si le mépris est le cavalier le plus mortel, comment les sources décrivent-elles les 3 autres comportements qui l'accompagnent? Alors, le premier de ces cavaliers, dans l'ordre d'apparition, souvent, c'est la critique. Et là, il est crucial de faire une distinction. Il y a une énorme différence entre une plainte, qui vise un comportement spécifique, et la critique, qui attaque l'identité même de la personne. On attaque l'être, pas le faire. C'est ça. Dire « ça m'a mis en retard que tu n'aies pas fait le plein de la voiture ce matin », c'est une plainte légitime. Mais dire « t'es d'un égoïsme incroyable, on ne peut jamais compter sur toi », là, c'est une critique identitaire. Et ça appelle souvent le deuxième cavalier, j'imagine. Absolument. Le deuxième cavalier, c'est la défensive constante. Face à la critique, c'est le refus systématique d'assumer la moindre part de responsabilité dans le conflit. C'est le fameux « oui, mais toi, de toute façon ». Exactement. La personne se positionne en victime innocente. Elle répond à une plainte par une contre-attaque, du type « ce n'est pas ma faute si j'ai oublié, c'est parce que tu me stresses trop tout le temps ». On renvoie la balle. Et le dernier J? Le quatrième cavalier, c'est le blocage émotionnel, ce que les anglophones appellent le stonewalling. Le stonewalling. Et comment ça se manifeste concrètement, physiquement, lors d'une interaction? C'est le retrait total de la communication, alors même que la personne est physiquement là dans la pièce. Face au déluge émotionnel, un des partenaires se ferme complètement. Il détourne le regard, il croise les bras, il cesse de répondre. Il adopte un visage totalement impassible. C'est le mur de pierre. C'est ça. Ce n'est plus du silence pour manipuler, comme on en parlait tout à l'heure, c'est un mur de briques érigé pour se protéger de la surcharge cognitive. Le cerveau qui disjoncte. Voilà. Mais le problème, c'est que, pour le partenaire qui tente de communiquer, se retrouver face à ce mur génère une immense sensation de rejet et d'isolement.
C'est le paradoxe tragique d'être profondément seul alors qu'on partage le même espace physique. Des colocataires silencieux et amers. L'image est vraiment frappante. Faisons maintenant la transition vers un autre grand catalyseur de ces cavaliers de l'Apocalypse, un sujet largement exploré dans notre documentation d'ITRI, les finances. Ah, le nerf de la guerre. Et comment? J'ai noté dans les rapports que l'argent est très rarement un problème purement mathématique. Qu'est-ce qui se joue réellement au niveau psychologique lorsqu'on aborde ce que le texte nomme l'opacité financière? L'argent dans l'écosystème d'un couple, ça agit comme un puissant miroir des valeurs profondes, du besoin de sécurité et aussi du pouvoir. Donc, quand on parle d'opacité, c'est-à-dire cacher des choses, L'opacité financière, le fait de cacher des dettes, de dissimuler des achats impulsifs ou de maintenir des comptes secrets, c'est traité par le cerveau humain presque de la même manière qu'une infidélité émotionnelle ou physique. C'est une rupture fondamentale du contrat de confiance. c'est perçu comme une vraie trahison. Totalement. Bien souvent, les conflits financiers ne portent pas sur un montant précis en euros ou en dirhams. Ils révèlent un choc des philosophies de vie. L'économe contre le dépensier, le grand classique. C'est le grand classique, oui. Un partenaire peut voir l'épargne comme l'unique moyen de se sentir en sécurité face à l'imprévu, pendant que l'autre perçoit la dépense comme une célébration nécessaire du moment présent, pour profiter de la vie. Et si on n'en parle pas? Sans un cadre transparent pour concilier ces deux visions du monde, l'argent devient très vite un outil de contrôle, voire une arme pour, entre guillemets, gagner la relation. Justement, les textes ne se contentent pas d'analyser le problème, ils proposent un cadre très spécifique pour désamorcer cette bombe à retardement. C'est la fameuse règle des 60-20-20. Un outil redoutable d'efficacité. Comment ce modèle mathématique fonctionne-t-il en pratique pour réconcilier ces philosophies opposées dont vous parliez? La règle des 60-20-20, c'est une stratégie d'allocation budgétaire qui a pour but d'éliminer l'ambiguïté et, par conséquent, l'anxiété. Le modèle préconise de sanctuariser 60% des revenus globaux du foyer pour les besoins essentiels et incompressibles. Donc le loyer, les courses, tout ça. Exactement. Le logement, l'alimentation de base, les assurances, la santé. Ensuite, 20% sont catégoriquement dédiés au désir personnel, au loisir et à la qualité de vie. Et ça, c'est la partie fun, j'imagine. Et c'est un point capital. Une gestion financière trop austère qui élimine complètement le plaisir, ça mène inévitablement à la frustration et ensuite à la transgression en cachette. Ces 20% légitiment les sorties au restaurant ou les abonnements culturels, et ça sans aucune culpabilité. On n'a pas à se justifier pour un café ou un cinéma. C'est ça. Et enfin, les derniers 20% sont orientés vers l'avenir, l'épargne stratégique, la constitution d'un fonds d'urgence ou la préparation à la retraite. Ce que je trouve fascinant dans ce concept, c'est l'impact psychologique de cette structure sur la dynamique du quotidien. En établissant ce cadre clair des 60-20-20, la décision, elle est en quelque sorte externalisée, tiers à débat ou à critique identitaire. Le système transforme l'entité conjugale en une véritable coopérative de vie où les deux membres tirent dans la même direction, au lieu de s'épuiser sur un champ de bataille perpétuel pour justifier le moindre achat. La métaphore de la coopérative illustre parfaitement l'objectif de cette règle. Ça dépersonnalise le conflit. Ce n'est plus tu dépenses trop, ça devient comment optimisons-nous la catégorie des 20% ce mois-ci. C'est beaucoup plus sain. Oui, mais ça requiert quand même une bonne dose d'intelligence émotionnelle pour mettre en place et maintenir ces discussions budgétaires sans retomber dans les vieux schémas d'accusation. Et ça nous amène très logiquement à la biologie de la connexion. Parce que pour avoir ces discussions difficiles sur l'argent ou sur n'importe quel autre sujet épineux, il faut savoir communiquer sans déclencher les mécanismes de défense de l'autre. C'est la base de tout. Le document met fortement en avant une technique de communication non violente appelée le démarrage en douceur ou le soft startup. Comment on l'applique concrètement au quotidien? Le concept du soft startup part d'un principe assez effarant. Les 3 premières minutes d'une conversation déterminent l'issue de l'échange dans 96% des cas. 96%. Donc tout se joue au début. Si on démarre avec rudesse, le cerveau reptilien du partenaire détecte immédiatement une menace et déclenche une réponse de lutte ou de fuite. La technique repose donc sur un ajustement grammatical très simple, mais extrêmement puissant. Lequel? Remplacer le tu qui pointe du doigt par le je qui exprime une vulnérabilité et un besoin. Ah oui, le fameux message je. Par exemple, au lieu de lancer une attaque frontale comme « tu ne t'intéresses jamais à moi, tu es toujours rivé sur ton écran », là on opère un pivot. On dit quoi à la place alors? On formule plutôt « je me sens un peu mis de côté ce soir et j'aurais vraiment besoin que l'on passe du temps de qualité ensemble ». Le besoin de connexion exprimé est rigoureusement le même, mais la forme désarme l'interlocuteur. Ça l'invite à la collaboration plutôt qu'à la riposte.
Mais bon, on est humain, et même avec les meilleures intentions du monde, il arrive que la tension monte et que le ton s'élève. Les sources abordent un point fascinant sur ce qui se passe dans notre corps à ce moment précis. Elles soulignent qu'il est biologiquement impossible de résoudre un problème quand on est en colère. C'est une impossibilité physiologique. Lorsqu'une dispute dégénère, le corps entre dans un état de débordement émotionnel, ce que les chercheurs appellent le flooding. Le rythme cardiaque dépasse les 100 battements par minute, la tension artérielle grimpe en flash et le cerveau est inondé de cortisol. L'hormone du stress. Et d'adrénaline aussi. Et dans cet état d'hypervigilance, un phénomène neurologique vraiment critique se produit. Le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau responsable de la logique, de la pensée rationnelle et de l'empathie, se désactive temporairement. Il s'éteint littéralement. Il laisse les commandes à l'amygdale, le centre de survie primitif. C'est comparable à un disjoncteur électrique dans une maison. Face à une surcharge, il saute pour éviter l'incendie. Il est donc totalement vain de vouloir argumenter logiquement avec quelqu'un dont le cortex préfrontal est hors ligne. C'est fou de se dire qu'on parle à un mour biologique à ce moment-là. Les études montrent qu'il faut un minimum biologique de 20 minutes d'arrêt total de l'interaction, idéalement en faisant une activité distrayante pour que le système nerveux autonome métabolise ces hormones de stress et que le cortex préfrontal se réactive. Savoir appuyer sur ce bouton pause pour laisser le disjoncteur se réenclencher, c'est une compétence majeure. Mais une fois le calme revenu, comment répare-t-on le lien ? C'est là que l'analyse dévoile ce que l'on pourrait appeler des miracles physiologiques quotidiens. Des micro-habitudes. Oui, j'ai été frappée par la précision mathématique des rituels recommandés pour manipuler notre propre biologie en faveur de l'attachement. Il est question d'une véritable chorégraphie hormonale pour générer de l'ocytocine, l'hormone du lien, et faire chuter le cortisol. Pouvez-vous détailler l'impact du fameux baiser de 6 secondes ? Bien sûr, le Dr Gottman et son équipe ont isolé des micro-habitudes qui maintiennent l'amitié conjugale en vie. Et le baiser de 6 secondes en est le parfait exemple. L'idée, ce n'est pas simplement de s'embrasser en coup de vent, mais de s'arrêter délibérément pendant 6 secondes pleines. Pourquoi 6 secondes exactement ? Parce qu'en deçà, comme dans le cas du baiser furtif qu'on échange vite fait en partant travailler, le cerveau l'enregistre comme une simple formalité. Une routine sans charge émotionnelle, comme dire bonjour à un collègue. D'accord. Mais au bout de 6 secondes de contact intentionnel, le cerveau reçoit le signal de libérer de l'ocytocine. Ce rituel quotidien agit comme un point de connexion vraiment ancré dans la journée. Ça empêche le glissement silencieux vers cette fameuse dynamique de simples colocataires qui se croisent. Le document complète ce rituel par le câlin de 20 secondes. C'est fascinant de voir comment une pression physique prolongée peut tromper notre niveau de stress moderne. Comment ça fonctionne sur notre système nerveux, Evalin ? 20 secondes d'étreinte ininterrompue, avec une figure d'attachement, ça envoie un message extrêmement puissant au système nerveux parasympathique. C'est la partie de notre biologie responsable de l'état de repos et de digestion. Celui qui nous calme. Exactement. Dans notre monde moderne, notre corps est souvent en alerte constante face aux emails, au trafic, aux délais. Ce contact prolongé signale biologiquement au cerveau profond que l'environnement immédiat est sûr, que la tribu est réunie et qu'il n'y a pas de prédateur à l'horizon. Et le corps réagit tout de suite. La respiration se synchronise, la pression artérielle baisse organiquement, ça offre un antidote physiologique très direct à l'anxiété accumulée à l'extérieur du foyer. Il y a un troisième élément dans ce triptyque de la connexion, c'est la conversation de 20 minutes en fin de journée. L'instruction donnée par les cliniciens pour cet échange est très stricte et très honnêtement, elle semble incroyablement difficile à respecter. Oui, elle demande beaucoup de retenue. L'objectif est de parer des stress externes, mais l'auditeur attentif doit s'interdire de proposer des solutions. Pourquoi bloquer cet élan naturel de vouloir résoudre le problème de l'autre ? Parce que proposer une solution logique face à une détresse émotionnelle, ça donne souvent l'impression d'invalider le sentiment de la personne. Le cerveau humain cherche naturellement l'efficacité pour clore un dossier anxiogène. On veut juste régler le problème pour passer à autre chose. Mais le but de ce rituel n'est pas l'efficacité, c'est l'empathie. L'exercice consiste à écouter le partenaire décharger la pression de sa journée, de prendre son parti face aux frustrations extérieures et de simplement reconnaître sa fatigue ou son agacement. Sans faire le réparateur de service. Voilà. Se sentir profondément écouté, sans être jugé ni réparé, ça renforce le sentiment de solidarité du couple de manière exponentielle. Si ces déclencheurs psychologiques et biologiques sont universels, comment une société aborde-t-elle ces enjeux à très grande échelle ? C'est ici que l'analyse des sources opère un virage passionnant en abordant l'effet domino. L'impact macroscopique, oui.
Car ces conflits ne s'évaporent pas dans les murs de la maison, ils se répercutent sur la prochaine génération. Quelles sont les découvertes concernant l'impact de ce climat conjugal sur les enfants? Si on relie cela à une vue d'ensemble, on comprend vite que la qualité de la relation conjugale est un véritable enjeu de santé publique. Les recherches synthétisées dans le rapport sont sans équivoque. Les enfants exposés à des conflits parentaux chroniques, mal gérés ou empreints de ce fameux mépris absorbent littéralement cette tension ambiante. Comme des éponges. Absolument. Leur système nerveux reste en état d'alerte, générant une insécurité émotionnelle permanente. Et de manière alarmante, les données cliniques établissent un lien très direct entre cette charge mentale environnementale et un déclin cognitif ou académique. Leur note baisse à l'école, en gros. Oui, l'enfant n'ayant plus les ressources neurologiques disponibles pour se concentrer sur ses apprentissages, toute son énergie est mobilisée par la vigilance. On recense également une explosion de symptômes somatiques. Des symptômes physiques, donc? Des maux de ventre inexpliqués, des troubles du sommeil sévères. C'est la traduction corporelle de l'incapacité des adultes à pacifier leur propre écosystème. C'est précisément cette observation sociétale qui nous amène à la seconde partie majeure de nos sources relais, le cas spécifique du Maroc. Les données institutionnelles mettent en exergue la métropole de Casablanca et elles montrent une véritable prise de conscience de l'État. La santé relationnelle n'est plus du tout perçue comme un problème strictement domestique. C'est devenu une priorité politique. Les chiffres révèlent des investissements massifs, n'est-ce pas? Absolument. L'approche décrite est celle d'une ingénierie sociale préventive vraiment ambitieuse. Le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille du Maroc a alloué un budget spécifique de 5,7 millions de dirhams à un programme de qualification. C'est conséquent. Et pour faire quoi exactement? L'horizon fixé par ces politiques publiques est 2035, avec pour objectif très clair de préparer les jeunes générations aux réalités psychologiques, juridiques et financières du mariage. Et ça avant même que les contrats ne soient signés. Il s'agit de s'attaquer au mal à la racine en enseignant ces fameuses compétences de communication et d'intelligence émotionnelle à grande échelle. Le rapport va d'ailleurs au-delà des grandes annonces budgétaires. Il recense les infrastructures déjà actives sur le terrain, offrant une vraie cartographie de l'aide disponible. Pour quelqu'un qui observe cet écosystème marocain, quelles sont les ressources concrètes déployées pour accompagner les foyers? Le maillage associatif et professionnel détaillé dans l'étude est remarquable par sa diversité. Sur le volet de la prévention et de la médiation, les sources citent des acteurs associatifs de poids, comme l'association Alone. Elle est particulièrement active dans le quartier de l'Issasfa et elle abat un travail fondamental d'éducation positive et d'accompagnement à la parentalité. Il y a aussi des initiatives pour ceux qui s'apprêtent à se marier, je crois. Oui, il y a le Zawaj Center, dont les résultats chiffrés sont très impressionnants, avec plus de 1000 mariages déclarés pérennes grâce à leur cycle de conseil pré-marial. La démarche de chercher de l'aide y est vraiment normalisée et encouragée. Et pour les situations qui nécessitent une intervention clinique beaucoup plus pointue pour réparer des fractures déjà existantes, le document évoque également une numérisation de l'accès aux soins psychologiques. La modernisation de l'accès aux soins est en effet frappante. L'analyse met en lumière l'utilisation massive de plateformes technologiques comme Dabadoc. Pour trouver un médecin en ligne. Voilà, pour géolocaliser et consulter des thérapeutes qualifiés en toute discrétion. Le rapport cartographie des zones entières de Casablanca, comme le Maariv, Bourgogne ou Ain Choc, où l'on trouve une belle concentration de spécialistes de la relation. Et le document donne des noms d'ailleurs. Oui, il n'hésite pas à nommer les expertises mobilisées, de la sexologie pour reconstruire les intimités physiques fracturées, avec des références comme le docteur Camilia Zakaria, jusqu'aux thérapies cognitivo-comportementales appliquées à la dynamique de couple, qui sont menées par des professionnels tels que Nouja Sebahi Idrissi. Tout ce niveau de détail prouve qu'une véritable armée de professionnels qualifiés est déployée pour soutenir la résilience conjugale. Exactement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au terme de notre analyse d'aujourd'hui? Si l'on devait extraire l'essence de ce volumineux corpus pour l'esprit curieux qui nous écoute, on retiendrait qu'une relation qui perdure dans l'harmonie n'est en rien l'œuvre du hasard, de la chance ou du destin. Le mythe de l'âme sœur magique en prend un coup, c'est sûr. Il cède la place à une réalité bien plus pragmatique. Le couple est une pratique, c'est une discipline quotidienne, c'est l'entretien volontaire d'une amitié profonde qui demande d'abandonner le mythe de la lecture dans les pensées pour, par exemple, embrasser la clarté financière du 60-20-20. La transparence avant tout. C'est ça.
C'est la capacité à repérer l'arrivée destructrice du mépris, à s'imposer une pause physiologique de 20 minutes quand le cerveau disjoncte, et à maintenir le lien biochimique par ces micro-rituels de tendresse de 6 et 20 secondes. Cette synthèse structurelle amène d'ailleurs une dernière réflexion assez fascinante, je trouve, pour prolonger notre analyse. Je vous écoute. Puisque la science démontre aujourd'hui avec une précision vraiment clinique que la survie d'une relation dépend de variables mesurables, du rythme cardiaque à la durée d'une étreinte, on peut légitimement s'interroger sur l'avenir technologique de notre sphère intime. C'est-à-dire? Eh bien, verrons-nous l'émergence d'applications de fitness émotionnelle couplées à nos montres connectées? Il est très aisé d'imaginer un système qui alerterait ses utilisateurs d'un pic de cortisol annonçant l'arrivée des cavaliers de Gottman, ou qui traquerait l'atteinte du quota quotidien d'ocytocine à travers les rituels de connexion. On mesurerait le score d'empathie du foyer comme on compte nos pas aujourd'hui? Exactement, avec la même assiduité. L'idée d'un bracelet connecté de l'empathie, capable de mesurer mathématiquement la qualité de nos interactions humaines, c'est une perspective qui est à la fois vertigineuse et incroyablement stimulante. C'est d'ailleurs sur cette vision futuriste de l'amour quantifié que se referme le dossier d'aujourd'hui. C'est une excellente invitation pour tout esprit curieux à questionner ses propres certitudes, à cultiver en conscience ses micro-habitudes relationnelles et surtout à continuer d'explorer les rouages fascinants de nos comportements. À très bientôt pour une nouvelle immersion.